pâté en croûte anglais mène le monde. Les pâtés en croûte anglais sont réputés dans le monde entier. Et l'année dernière, l'entreprise Farley en a produit 5 millions. Tout y passe, depuis les rognons de porc en chaussons jusqu'à la croustade de volaille. Mais cela ne suffit pas à l'honorable monsieur Farley. Il veut maintenant doubler sa production. Et pour ce faire, il a décidé d'agrandir considérablement son usine. L'inauguration des nouveaux locaux a eu lieu cette semaine. Mes amis, car j'espère que vous êtes tous mes amis, après tout, c'est moi qui vous paye. En 1935, nous avons vendu plus de pâté en croûte qu'à toute autre époque de l'histoire. Et pourtant, certains parmi vous, pour des raisons politiques, essaient encore de faire croire que vous n'êtes pas à la hauteur. Surtout, ne les écoutez pas. Et maintenant, tournons nos regards vers l'avenir florissant qui nous attend. Me voici devant vous, une fois de plus, pour inaugurer un nouveau bâtiment qui donnera encore plus d'ampleur à notre entreprise. Johanna. Pourquoi tu ne m'as pas téléphoné hier? Tu ne devrais pas venir ici. Il fallait que je te voie. Non, non, c'est pas bien, Johanna. Pourquoi ça? Qu'est-ce que tu veux dire? On m'a donné un préavis de 15 jours. Mon père, c'est ça? Pas en personne, mais c'est lui. Pourquoi? Parce qu'il a découvert la vérité à notre sujet. Je dois retourner là-haut. Oh non. Disons qu'il s'agit d'un pacte pour l'intérêt commun, un pacte de coopération entre la famille Farley d'une part et d'autre part les humbles mortels du conseil municipal que nous sommes. Il y a un tas d'autres jobs, Herbert. Non, pas tant que ton père me mettra des bâtons dans les roues, partout j'irai. Oh, c'est un monstre. Je pourrais le tuer si je me retenais pas. Ça ne sert à rien de dire ça, Johanna. Et maintenant, c'est avec un grand plaisir que je déclare ce nouveau bâtiment vraiment et solennellement ouvert. Merci, monsieur le maire.
Voici votre chance. Pardon? Voici votre chance d'acquérir une véritable paire de chaussures sur mesure. Quels ignorants. Paire P-E-R-E. Il vous suffira de nous renvoyer cette carte et notre représentant vous contactera. Pour des chaussures faites sur mesure, ça ne semble pas exorbitant. Je suppose qu'ils n'en sont pas encore à fabriquer des machines à écrire sur mesure. Pardon? Ça fera 1 an à Noël que j'ai demandé à Monsieur Poirot une nouvelle machine. Monsieur Poirot n'est pas avare, mais il est économe. Nous avons trouvé cette machine ici quand nous avons emménagé. Quelqu'un l'avait oubliée. C'est une aubaine. Qui est ce Bénédicte Farley? Aucune idée. Ce n'est pas le Farley des pâtés? Les pâtés? Oui. Cher monsieur, Monsieur Bénédicte Farley aimerait profiter de vos conseils. Si cela vous convient, il serait heureux de vous recevoir à l'adresse ci-dessus demain soir, jeudi à 21h30. Sincères salutations, Hugo Cornworthy, secrétaire. PS, veuillez apporter cette lettre avec vous. Répétez cela, s'il vous plaît, Hastings. Cher monsieur... Non. Juste le post-scriptum. PS, veuillez apporter cette lettre avec vous. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi, Hastings? Très intéressante, cette lettre. Ah oui? Je la trouve très quelconque. Mademoiselle Lehmann dit qu'il fait des pâtés en croûte. Il fait des pâtés? Hastings, dire que Bénédicte Farley fait des pâtés, c'est comme dire que Wagner écrivait des doubles croches. Ils sont si bons que ça? Non, horrible. Mais ils sont extrêmement nombreux. Près de sa fortune, c'est un bon moyen de veiller sur elle, Hastings. Et dans ce bâtiment, j'imagine que M. Farley fabrique ses pâtés, ses saucisses et ses jambons. Ah, c'est pratique d'habiter au-dessus de sa boutique. Comme ça, on est toujours à pied d'œuvre et on peut surveiller sa main-d'œuvre. Très juste. Dommage qu'une telle organisation du travail n'ait pas réussi à rendre ses produits plus comestibles. Bonsoir, monsieur. Monsieur Poirot et moi-même, capitaine Hastings, avons rendez-vous avec Monsieur Farley. Navré, monsieur, mais je suis chargé de n'introduire que l'un d'entre vous. Mais nous sommes deux. Mes instructions sont formelles, monsieur. Je suis désolé. J'avoue que c'est passablement désagréable. Mais excusez-moi, monsieur, mais je dois vous réclamer une certaine lettre. Pardon? Ah oui, Merci, monsieur. Entrez. Le monsieur que vous attendiez est là, monsieur. Alors, c'est donc vous, Hercule Poirot, hein? monsieur. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Merci, monsieur. Vous désiriez me voir à quel propos, monsieur Farley? Je fais exactement le même rêve toutes les nuits. Je suis assis dans la pièce contiguë à celle-ci, assis à mon bureau, en train d'écrire. Il y a une pendule dans la pièce. Soudain, je la regarde et je vois l'heure qu'il est. Il est exactement
midi 28. Toujours la même heure, vous comprenez, monsieur Poirot? Toujours la même heure. Une fois que j'ai vu l'heure, je sais qu'il faut que je m'exécute. Donc à 12h28 exactement, j'ouvre le second tiroir en bas, à droite. Le tiroir de mon bureau. Et j'en sors un revolver. Je le charge et je me dirige vers la fenêtre. Et ensuite? Je me tire une balle dans la tête. Je lève le revolver jusqu'à ma tempe. Et j'appuie sur la détente. Qu'est-ce que vous dites de ça, monsieur Poirot? J'ai déjà consulté un spécialiste de Harley Street. Et que vous a dit ce spécialiste? Rien que des absurdités. Il a prétendu que ma vie m'était si insupportable que je voulais en finir. C'est un imbécile. Pourquoi voudrais-je me tuer? Je suis l'un des hommes les plus riches de ce pays. J'ai absolument tout ce que je veux. Je suis un homme comblé. Ouais. Et qu'est-ce que j'ai à voir avec tout ça, monsieur Farley? En supposant que quelqu'un veuille me tuer, est-ce qu'il pourrait arriver à ses fins de cette façon? En employant l'hypnotisme? C'est ce que vous insinuez? Vous savez très bien ce que j'insinue. Y a-t-il quelqu'un que vous soupçonnez de vouloir vous tuer, monsieur? Non, personne. Vous êtes sûr que vous n'en avez aucune idée? J'en suis certain. J'aimerais voir le décor réel de ce cauchemar. Le bureau, l'horloge, le revolver... Non, je vous ai dit tout ce qui était nécessaire, il n'y a rien à voir. Néanmoins, je crois qu'il serait bon que je voie... C'est inutile. Tout ce que je veux, c'est votre opinion. Mais je ne peux me faire aucune opinion avec aussi peu d'indices. Alors restons-en là. Je vous demande d'oublier tout ce que je vous ai dit dès que vous serez sorti d'ici. Vous m'enverrez votre facture pour cette consultation à domicile. Comptez sur moi, ce sera fait. Attendez. Cette lettre, rendez-la moi. La lettre de votre secrétaire? Oui. Merci. Oh, toutes mes excuses, monsieur. Pourquoi? Je suis d'une étourderie incorrigible. La lettre que je viens de vous remettre est tout simplement une lettre de mon propriétaire, pardon. Celle-ci est la vôtre. Au nom du ciel, vous ne pouvez pas faire attention. Mais excusez-moi. Oui, au revoir, monsieur. Alors, comment ça s'est passé? Pas très bien, à vrai dire. Il y a un mystère dans cette maison, Hastings. Un méchant mystère. Et je n'ai pas la moindre idée de son origine.
Apportez ces documents à l'Edenhall Street. Je veux qu'ils arrivent avant 13 heures. Allez, dépêche-toi. Cours. Excusez-nous, monsieur. Monsieur Conwarty a dit que vous pourriez nous accorder quelques instants. Qu'est-ce qui lui prend? On avait bien rendez-vous à midi. Allons, patience, patience. C'est un homme très occupé. Allez maintenant, asseyons-nous. Et du calme. Monsieur Conwarty, Monsieur Trimlet, vous êtes encore là? ça fera bientôt 1 heure qu'on attend. Ça fait plus d'1 heure. Bien, je vais aller voir ce qu'il fait. Il doit signer ceci, de toute façon. Maintenant, ça suffit. Notre déjeuner est passé à l'as en tous les cas. Il va nous recevoir. Oh mon Dieu! Vite, allez, appelez la police! Cette fois, c'en est trop, monsieur Poirot. Cette machine met mes nerfs à rude épreuve depuis trop longtemps. Mais vous ne vous en étiez jamais plainte encore? Ça fait plus de 6 mois que je me plains de cette sacrée machine. Non! Mais je vous en ai parlé, Poirot. Ah, soyez gentil de ne pas vous liguer contre Poirot. Mais je vous jure que non. Est-ce que je ne fais pas de mon mieux pour que chacun soit comblé? Moi, je ne veux pas être comblée. Tout ce que je veux, c'est... Hercule Poirot. Ah, Inspecteur Japp, mon vieil ami. Je suis à Northway House, Poirot, la résidence de Benedict Farley. J'aimerais que vous veniez ici dès que possible. Monsieur Farley vient de se tuer. C'est l'histoire la plus incroyable que j'ai jamais entendue. Et surtout la plus stupide et absurde. Mon père n'a jamais prêté la moindre attention à ses rêves. Et pourtant, c'est ce qu'il m'a raconté. Oui, je sais. Il m'en avait parlé. Il était vraiment bouleversé. Je lui ai dit que ça devait être une indigestion et je lui ai suggéré d'appeler le docteur Stillingfleet. Ce qu'il n'a pas fait. D'après Monsieur Poirot, il serait allé voir quelqu'un dans Harley Street. Oui, en effet, il m'a dit qu'il avait consulté un spécialiste. Mais est-ce que l'un d'entre vous connaît ce médecin? Aucun d'entre nous ne se doutait qu'il en avait consulté un. Et il n'a jamais fait allusion à son rêve devant vous? Non. Et devant vous, Monsieur Conwarty? Non, je ne l'ai jamais entendu parler de ça. J'ai écrit une lettre à votre intention et sous sa dictée, mais je n'ai jamais su pourquoi il voulait vous consulter. J'ai pensé que ça pourrait avoir un rapport avec certaines irrégularités dans les affaires. Je vois. Inspecteur Japp, pouvez-vous me décrire les événements qui ont précédé la mort de Monsieur Farley? Eh bien, Monsieur Farley avait accepté de recevoir 2 représentants du personnel. C'était une proposition pour former un syndicat. Un vieux rêve. Oui, je m'en doute. Un peu avant 13 heures, Monsieur Conwarty a quitté son bureau pour aller dans celui de Monsieur Farley. En entrant, il ne l'a pas vu et a pensé que la pièce était vide. Ensuite, il a aperçu une bottine qui était passée derrière le bureau sur le sol. Que s'est-il passé ensuite? Je suis sorti affolé et j'ai dit au domestique d'alerter le docteur Stillingfleet. Et c'est ce qu'il a fait. On a trouvé le corps dans ce coin-là. Ah, merci. À quelle heure est-il mort, docteur? J'ai examiné le corps à 13h32 exactement, et M. Farley était mort depuis au moins 1 heure. Il a donc pu mourir à 12h28, tout comme dans son rêve. Oui, précisément. Est-ce qu'il y avait des empreintes sur le revolver? Seulement les siennes. Et au sujet de cette arme, rien à signaler? Non, sinon qu'il l'a prise dans le tiroir de son bureau, exactement comme il vous l'avait dit. Madame Farley l'a identifiée formellement. Oui, je vois. De plus, il n'y a qu'une seule entrée dans cette pièce.
Mis à part ses fenêtres, naturellement. Je vois pas comment quelqu'un pourrait grimper jusqu'ici. C'est drôle qu'un homme aussi riche ait choisi cette pièce pour en faire son bureau, non? Avec cet horrible mur aveugle juste en face. Je pense que ce mur a son importance. Vous voulez dire sur un plan psychologique? Peut-être bien. À 12h28 exactement, j'ouvre le second tiroir en bas à droite de mon bureau. J'en sors un revolver. Je le charge. Je me dirige vers la fenêtre. Et ensuite, je me tire une balle dans la tête. Je lève le revolver jusqu'à ma tempe et j'appuie sur la détente. J'ai eu tort de mettre en doute l'authenticité de ce rêve et de sous-estimer la valeur de cette prémonition, inspecteur. En fait, nous avons toutes les raisons de croire que M. Benedict Farley s'est suicidé. Toutes les raisons, en effet, Poirot, sauf une, que vous semblez oublier. Et dites-moi laquelle? La lettre qu'il vous a écrite. Ah, je vois. Dès que Hercule Poirot entre en jeu, il s'agit naturellement et nécessairement d'un meurtre. C'est exact. Touché. Touché. Alors, monsieur Poirot, Mademoiselle. vous venez pour croiser le fer? Oh, non, 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 sans façon, mademoiselle. Vous savez, Hercule Poirot est un pacifiste convaincu. Mais j'aimerais en revanche vous poser quelques questions. Allez-y, posez. Saviez-vous que votre père avait un revolver dans son tiroir? Non. Où étiez-vous, vous et votre mère? Oh, pardon, je veux dire votre belle-mère. C'est bien ça? Oui, Louise, en effet, était sa seconde femme. Je n'ai que 8 ans de moins qu'elle. Donc, où étiez-vous toutes les deux jeudi soir de la semaine dernière? Jeudi, nous sommes allés au théâtre voir Femmes et Amants. Votre père n'a pas eu envie de venir avec vous? Il n'allait jamais au théâtre. Il n'était pas très sociable. Mon père avait un caractère détestable et très particulier. Ça, c'est une déclaration franche, mademoiselle. Je vous fais gagner du temps, monsieur Poirot. Je devine ce que vous avez derrière la tête. Et si j'habite ici, c'est parce que je n'ai pas de quoi aller vivre autre part. Il y a un homme que je veux épouser, un homme pauvre. Mon père s'est arrangé pour en faire un chômeur. Il voulait que je me trouve un meilleur parti, ce qui serait facile car je suis son héritière. Donc la fortune de votre père doit vous revenir. Oui. Enfin, c'est-à-dire qu'il a laissé à Louise, ma belle-mère, 250 000 environ hors taxes, sans compter quelques petits dons en nature, mais le reste de l'héritage est pour moi. Vous voyez, monsieur Poirot, j'avais de bonnes raisons de souhaiter sa mort sans aucun doute. Je vois surtout, mademoiselle, que vous avez hérité de votre père son intelligence. Mon père était très rusé, mais cette ruse a tourné à l'aigre. Il ne lui restait plus rien d'humain. Autre chose, monsieur? Oui,
De quel ordre était la myopie de votre père? Il ne voyait rien, rien du tout. Ou du moins sans ses lunettes. Il avait toujours eu une très mauvaise vue depuis son enfance. Et avec ses lunettes? Avec ses lunettes, il avait une bonne vue. Merci. S'il vous plaît, allez dire au sergent Bull qu'on en aura pour plus longtemps que prévu. Bien, monsieur. Hein, Madame Farley? Je voulais vous demander quelque chose. Oui? Est-ce que votre mari s'était déjà fait hypnotiser? Jamais à ma connaissance. Était-il intéressé ou attiré par l'hypnotisme? Non. Quel horrible cauchemar. C'est si étrange de recommencer absolument le même rêve chaque nuit. C'est comme si son destin l'avait traqué. Est-ce qu'il vous était déjà arrivé de penser que votre mari pourrait un jour se supprimer? Non. Enfin, il me semblait quelquefois assez sombre et je... Absurde. Mon père était beaucoup trop égocentrique pour se suicider. Vous ne savez pas tout, Johanna. J'en sais déjà beaucoup. Pardon, Madame Farley. Dites-moi, combien de paires de lunettes votre mari possédait-il? Quelle importance, Poirot? Oh, une simple question, comme ça. Je n'en sais rien. 3 ou 4. Merci. Entrez. Oh, mon Dieu! Comme cette pièce est différente à la lumière du jour. Je peux faire quelque chose pour vous? Ah, mais je vois que vos fenêtres donnent sur la même vue passionnante que celle du bureau de votre ancien patron. Oui. De l'autre côté de ce mur sont les pauvres dupes qui ont fait la fortune de M. Farley. C'est pour ça, je suppose, qu'il a choisi d'avoir son bureau de ce côté-là. Oui, je comprends. Je sens que si ce mur avait une langue, il aurait un tas de choses à nous raconter. Monsieur Canworthy, quand je suis arrivé ici jeudi soir, on ne m'a pas introduit dans le bureau de Monsieur Farley. Non. Il m'avait dit de dire à Holmes de vous introduire ici. Et pourquoi, à votre avis? J'ai toujours exécuté les ordres de M. Farley sans discuter. Ah oui, 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 bien sûr. Est-ce qu'il recevait souvent ses visiteurs ici? Oui, très souvent. En particulier les personnes qui n'étaient jamais venues auparavant. Ah, je vois, oui. Merci, Monsieur Cornwalty. Inspecteur, le rêve de Monsieur Farley a une grande importance. Il m'a dit qu'il rêvait de son propre suicide. Et plus tard, en effet, il s'est véritablement suicidé. Et quand je dis suicidé, il était tout seul dans son bureau et on l'a trouvé là avec un revolver dans la main. Et personne n'est entré ou n'a quitté la pièce à l'instant fatal. Qu'est-ce que ça veut dire, à votre avis, inspecteur? Qu'il n'y a aucune autre possibilité, que c'est bien un suicide. Au contraire. Ça veut dire qu'il s'agit d'un crime, mais très spécial et très bien prémédité. Et comment ça, prémédité? Par qui? Non, ce serait trop facile, cher inspecteur, si je vous répondais tout de go. Mais... Non, il faut laisser le temps aux petites cellules grises de faire leur travail. Et à Hercule Poirot, le temps de découvrir qui et comment. Je ne vous reconnais pas, Poirot. Et moi, je ne reconnais pas mes cellules grises, Astix. Je leur ai donné toute leur chance. Je les ai mitonnés. Je suis allé dormir pour qu'elles reprennent des forces. J'ai avalé du poisson au petit déjeuner. Résultat, néant.
Patience, Poirot. Vos cellules grises ne vous ont jamais laissé tomber. Oui. Et c'est sans doute là un des premiers signes de leur déclin. Le signe qu'elles sont affaiblies par l'âge et ma vie trépidante. Votre vie trépidante? Ce n'est pas ainsi que je la qualifierais. Oh, maintenant peut-être pas Hastings, mais dans ma jeunesse. Vraiment? Oui. Vraiment? Oh, voyez-vous, il faut payer, Hastings. Au bout du compte, un jour ou l'autre, on doit tous régler l'addition. Ça alors? Oh. Je vais boire une autre tisane. Mince. Monsieur Poirot, je... Que se passe-t-il? Une autre tisane, s'il vous plaît, mademoiselle Lemon. Oh, ciel. Vous avez déjà eu celle de 9 heures? Ah oui, je dois prendre des mesures draconiennes, mademoiselle Lemon. Diable. Avez-vous l'heure, je vous prie, mademoiselle Lemon? Oui, bien sûr, monsieur Poirot. Oui. Mais que faites-vous, mademoiselle Lemon? Il est 10h moins 5, monsieur Poirot. Pourquoi regardiez-vous dehors? Je cherchais à apercevoir l'heure sur l'horloge de l'église. Ce ne serait pas plus simple de porter une montre? Non, je ne peux pas à cause de mon magnétisme personnel. Ça alors? Je cherche depuis toujours une montre qui ne se dérègle pas aussitôt que je la mets à mon poignet. Mais enfin... Qu'est-ce qui se passe encore, monsieur Poirot? Oh, mademoiselle Lemon, vous êtes magnifique. Alors, je vous prie de bien vouloir téléphoner sur le champ à l'inspecteur Japp et de lui demander de rassembler toute la maison Farley à 12 heures. Dans le hall, hein? Venez, Hastings, nous avons du pâté sur la planche. Tout est limpide à présent. Ensuite, ils sont transportés jusqu'ici depuis la salle des pâtisseries et mis dans des fours. Tous les fours doivent être fermés et scellés avant midi un quart, parce que nous entamons la cuisson à 12h30 exactement. Et s'il y avait une seconde de retard, M. Farley décrocherait son téléphone en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Est-ce qu'il venait dans l'usine très régulièrement? Oh non, non, il n'était pas venu depuis 6 ou 7 ans, je dirais, ça doit être à peu près ça. Mais il savait toujours si la cuisson avait commencé à temps ou non. Et à l'office, nous avions coutume de dire qu'il avait une seconde vue pour les pâtés meilleure que la première. Une petite plaisanterie innocente. Ensuite, après cette cuisson qui prend environ 1h30, nous ouvrons les fours, nous vérifions si la pâte a bien pris et nous emportons les produits de l'autre côté. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Oui, oui. Il est chargé. Ah oui. Il arrive. Bonjour. Je me demande quelle est dans toute cette histoire la chose la plus extraordinaire. Moi, je dirais que c'est le rêve. Si quelqu'un d'autre que vous nous avait raconté ça... Exactement. Le récit de ce rêve a été primordial. Mais il y a autre chose, mes amis. Où M. Farley m'a-t-il fait le récit de son rêve? M. Bénédicte Farley m'a reçu ici dans le bureau de son secrétaire et il a refusé catégoriquement
de me laisser entrer dans son propre bureau qui est situé à quelques mètres. Pourquoi ça? Parce que il y avait là-bas quelque chose qu'il ne voulait pas que je voie, c'est évident. Quoi? Nous allons y venir. Et quand M. Farley m'a demandé de lui rendre la lettre qu'il m'avait adressée, par inadvertance, je lui ai tendu une correspondance de mon propriétaire. Un simple coup d'œil aurait dû lui suffire pour voir qu'il ne s'agissait pas de la bonne lettre. Il n'avait pas ses lunettes? Bien sûr que si, il les avait sur le nez. Alors pourquoi M. Bénédicte Farley n'a-t-il pas vu immédiatement la différence entre deux lettres aussi radicalement dissemblables? Parce que, mes amis, j'avais devant moi un homme avec une vue normale qui portait de puissantes lunettes. Tellement puissantes qu'elles rendraient pratiquement aveugle un homme dont la vue serait normale. Est-ce exact, docteur? Si les verres sont très puissants, c'est possible, en effet. Eh bien, alors pourquoi n'ai-je pas été admis dans le bureau personnel de M. Farley ce soir-là? Que voulait-on à tout prix m'empêcher de voir dans cette pièce contiguë? Mesdames et messieurs, dois-je éclairer votre lanterne? Oui, j'aimerais bien, Poirot. À votre service. Et Poirot va éclairer votre lanterne. Ce qu'il y avait dans le bureau de M. Bénédicte Farley que M. Bénédicte Farley ne voulait surtout pas que je voie, c'était M. Bénédicte Farley. Nom d'un chien. Il existe 3 témoins qui nous affirment qu'hier, peu après-midi, absolument personne n'est entré ou n'est sorti du bureau de M. Bénédicte Farley. M. Cornworthy, à cette heure, est dans la pièce adjacente. Et lorsque 12h28 approche, il commence à se préparer. Voyez-vous, M. Cornworthy, c'est quelque chose que la plupart des gens ignorent. Il sait que M. Bénédicte Farley, après tant d'années, s'intéresse toujours aux problèmes quotidiens et à l'organisation méthodique de son entreprise, dont il surveille de près le personnel. Allons voir comment il s'y prenait. Comment ce roi du pâté en croûte peut-il observer ses employés sans jamais quitter cette maison, hein? Très simple. Voyez-vous, toutes les variétés de ces délices indigestes sont d'abord cuites à l'étuvée pendant 1 heure avant d'être mises au four. Et les soupapes d'échappement des énormes fours situés de l'autre côté de ce mur sont brièvement testées, aussitôt que tous les fours sont remplis. Eh bien, si nous nous penchons à cette fenêtre, nous pouvons très facilement vérifier ce fait. Maintenant, s'il vous plaît, je voudrais que chacun de vous s'approche de ces fenêtres, se penche au dehors et regarde à sa droite. Monsieur Cornworthy, venez donner l'exemple. Tout ça n'a aucun sens. Peut-être, mais faites-moi plaisir. Merci. Alors, venez, venez tous. Madame Farley. Si ça vous amuse. Et maintenant, vous pouvez tous apercevoir le jet de vapeur qui sort de cette espèce de cheminée sur le côté est du bâtiment, d'accord? Bien sûr. Et alors, quel intérêt? Monsieur Farley s'approche de la fenêtre. Oui. Ensuite, il se penche au dehors pour s'assurer que la cuisson a bien commencé. Oui, et ensuite? Ensuite... Monsieur Cornworthy tire sur Monsieur Farley qui s'effondre sur le sol. Souvenez-vous que le mur d'en face est aveugle et qu'il ne peut donc y avoir aucun témoin oculaire. Mensonge, mensonge ridicule. Les apparences sont sauves. Tout s'est passé le plus discrètement du monde, naturellement. Monsieur Tremlett et les autres hommes
voit Monsieur Cornworthy entrer dans le bureau de Monsieur Farley, mais en ressortir aussitôt en annonçant que Monsieur Farley vient de se suicider. Bien sûr, ce qu'ils ignorent, c'est que Monsieur Cornworthy a mis le revolver dans la main de Monsieur Farley. C'est de la diffamation. C'est Monsieur Cornworthy qui m'a envoyé la lettre. Monsieur Cornworthy qui a donné des ordres aux domestiques. Et c'est encore lui qui est allé dans sa chambre, se changer, se grimer et se mettre dans la peau de Bénédicte Farley. Mais il y a 2 personnes qui ont participé à cette machination. Monsieur Cornworthy est l'une d'elles, et l'autre c'est Madame Farley. De quel droit est-ce que vous osez dire ça? Et l'histoire aurait pu se terminer comme un merveilleux conte de fées. Une fortune de plus d'1 million de livres et 2 cœurs battant à l'unisson pour se la partager. Hastings, arrêtez-le! Oh, je vois. Bien joué, monsieur. Ça, c'est Herbert. Ah. J'étais venu pour t'enlever. Est-ce que c'est toujours d'accord? C'est toujours d'accord, sauf qu'un enlèvement serait un luxe inutile à présent. Oh. Mais on peut s'offrir ce luxe, tu sais, si tu le veux toujours. Oui. Bon, je fais quoi avec ce type? On va s'occuper de lui, je vous remercie beaucoup. Au revoir, Madame Farley. Sale métèque. Bonsoir, monsieur. Ah, bonsoir, mon ami. Je peux vous aider, monsieur? Oh, oui, merci. Merci. Au revoir. Je vais vous donner un coup de main. Non, merci. Prenez seulement ma canne. Voilà. Je dois faire tout seul les 5 derniers mètres. Oh, laissez-moi vous aider, monsieur Poirot. Non, mademoiselle est bonne. Voilà. Ceci est pour vous. Oh, monsieur Poirot, c'est gentil, ne fallait pas... Alors, non, ne dites pas de bêtises. Hastings, s'il vous plaît, le canif. Voilà, merci. Et maintenant... Voilà.
Eh bien, qu'en dites-vous, mademoiselle Lemon? Elle est... Magnifique. C'est... Alors maintenant, vous n'aurez plus besoin de vous pencher dangereusement par la fenêtre pour savoir l'heure qu'il est, n'est-ce pas? Voilà. C'est exactement ce que je voulais. Hastings, il y a au moins 2 raisons qui feront que je ne deviendrai jamais un millionnaire. Et lesquels, Poirot? La première, c'est que je ne pourrai jamais fabriquer ces horribles pâtés en croûte. Et la seconde, c'est ma trop grande prodigalité envers mes employés. C'est vrai.